du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, il y a une petite nouvelle comme ça, puis c'est vendredi. Tu sais, tu veux pas toujours répéter les mêmes sujets, puis taper sur les mêmes clous, parce que sincèrement, autant pour moi que pour vous, là, qui êtes de l'autre côté, ou pour l'équipe. Là, on apprend ce matin, puis ça, c'est juste divertissant, mais c'est quand même important de le savoir. Premier ministre Trudeau, mon préféré, il y en a jusqu'à quoi? Le 9 mars, là, ça s'en vient, là. Il nous a refilé une facture à nous là, pour ses dépenses alimentaires en 2 ans. Je vais laisser le soin à Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec à la Fédération canadienne des contribuables, de vous dire combien, puis quand, puis où, puis comment, puis combien de fois. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. D'abord, pourquoi vous intéressez aux factures de dépenses alimentaires de Justin Trudeau? Ben, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les contribuables payent ces factures-là en bonne partie. Donc, automatiquement, dès qu'on sait que les contribuables doivent assumer des factures comme ça, on s'intéresse à connaître les montants. Puis surtout que c'est une tradition qui n'a pas été commencée par Justin Trudeau, mais qui est décidément devenue beaucoup plus coûteuse pour les contribuables au cours de cette période-là. Et oui, de notre côté, on a soumis des demandes d'accès à l'information au bureau du conseil privé pour être en mesure d'obtenir un peu plus de détails quant aux dépenses du ménage du premier ministre par rapport à ses dépenses d'épicerie et ses repas. Et on a appris justement que entre 2021-2022 et 2022-2023, donc ces 2 années-là qu'on a obtenu les données, en fait, on parle de dépenses de 157 000 en épicerie qui ont dû être assumées par les contribuables, dont l'année 2022-2023, où est-ce que la facture a grimpé jusqu'à 81 000 donc, ça représente plus de 1 500 par semaine en nourriture que les contribuables ont payé pour leur premier ministre et pour les repas qui étaient dégustés à sa demeure. Savez-vous ce qui m'étonne là-dedans, M. Gagnon? 1 500 en moyenne là, par semaine en nourriture. Et il est tout petit, Justin Trudeau. Il est mince. Tu sais, il paraît bien. C'est un super bel homme, là. Parfait pour animer des quiz à Radio-Canada. Moi, je suis sûr, je suis content pour sa prochaine carrière, mais c'est beaucoup d'argent, 1 500 $ par semaine. Il met ça où? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr qu'il était pas le seul à manger tout ça. Donc, c'est clair qu'il y avait entre autres sa famille et des invités qui venaient à sa résidence et qui en profitaient autant de ces repas-là. Mais c'est quand même, je veux dire, il faut avoir vraiment trouvé tous les moyens possibles pour gonfler cette facture-là pour arriver à de tels montants. Puis c'est surtout aussi quand on constate que la facture réelle, c'est plutôt 188 000 parce que à la fin de la journée, il y a une partie qui est assumée par Monsieur Trudeau. Donc, en fait, c'est environ 17 de la facture quand on regarde le tout qui est assumé par lui, puis 83 qui est assumé par les contribuables. Ouais. Et la manière que c'est établi, en fait, c'est que dans le fond, ils vont établir que M. Trudeau doit rembourser les dépenses en fonction de la moyenne qui est estimée par Statistique Canada pour les dépenses des ménages pour leur propre épicerie. Sauf que donc au final, il a remboursé l'équivalent de ce que les familles normales, les familles canadiennes vont dépenser. Selon le rapport alimentaire du Canada, on parle d'environ, là, pour les 2 années qu'on a observées, c'est environ 30 000 que les familles ont dépensé, donc 15 000 par année, alors que Trudeau lui a dépensé d'un montant beaucoup plus important. Et donc, le calcul est fait comme quoi est-ce que si les familles canadiennes ont dépensé ça, c'est ce qu'il doit rembourser environ. Sauf que il a quand même dépensé, ou du moins il a facturé aux contribuables 157 000 $. On n'a pas vraiment le descriptif ou du moins les détails par rapport à ce qui était consommé ou plutôt qui était alentour de la table quand c'était consommé. Mais une chose est sûre, les contribuables ont payé pour puis ils méritaient d'avoir un peu plus de détails par rapport à ces factures-là. Et oui, je pense qu'à la fin de la journée, surtout considérant que Justin Trudeau est en fin de mandat et il devrait quitter d'ici le 9 mars, c'est bon de faire un bilan à tous les niveaux, autant au niveau de Oui. l'État dans lequel il laisse les finances publiques que l'État dans lequel il laisse son garde-manger. Mais vous, là, M. Gagnon, vous non plus, vous n'êtes pas bien gros, là. 200 dollars par jour en nourriture. Même moi, là, le gros, là, 200 je mange pas ça, 200 par jour, tous les jours, de l'année pendant 2 ans. Il n'y a pas une journée où le matin, tu fais juste 2 toasts beurre de pinot. Un midi, tu te fais une petite salade à 8,99 $. Moi, ça me renverse. Pour ça, avez-vous l'impression qu'on a perdu le sens du dollar, de l'argent, de la valeur de tout ça? Absolument. Oui, on a clairement l'impression que ça s'est perdu avec le temps, surtout que quand on parle d'environ 200 par jour, même on peut s'imaginer là, des repas gastronomiques dans des restaurants 5 étoiles, là, puis encore là, bon,
ça dépend, on parle d'un repas pour une personne selon ce qui est consommé, mais oui, clairement que refiler la facture aux contribuables, c'est devenu une pratique très courante et c'est ne serait-ce que d'un point de vue fédéral, où est-ce que avec les dépenses des dernières années, 150 000 comme ça en nourriture pour un premier ministre, c'est comme si c'était rien, là, c'est quasiment une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux déficits monstres qui ont été accumulés au cours des dernières années. Mais nous, ce qu'on espère à la fin de la journée, c'est pas juste que en fait, de réveiller les contribuables par rapport à une mauvaise situation, encore une fois, de leur argent, mais aussi envoyer un message très clair aux prochains occupants en fait, du poste de premier ministre. On espère que cette tradition-là va prendre fin. Il faut rappeler, le premier ministre fait présentement un salaire de plus de 400 000 par année. Il n'y a aucune raison pour laquelle il devrait refiler ses factures d'épicerie aux contribuables. Il a Hum, clairement les moyens de payer comme tout le monde. hum. Et je veux dire, on espère que si c'est Mark Carney, Chrystia Freeland ou même Pierre Poilievre qui va occuper sa fonction, ne serait-ce que dans les prochaines semaines ou prochains mois, et bien que ce soit fait avec un peu plus de respect pour l'argent des contribuables et que ce genre de dépenses-là prenne fin une fois pour toutes. En même temps, M. Gagnon, c'est rien à côté des dépenses de Mary Simon quand elle voyage. Il est presque à la diète, le pauvre homme. Là. Oui, ben c'est sûr que quand on compare ça aux fameux 100 000 de repas qui ont été dépensés une semaine en avion, Ben quand oui, Madame Simon. Simon elle s'est rendue au Moyen-Orient, effectivement, c'est rien. Mais même Justin Trudeau a refait ce type de dépenses-là à plusieurs reprises, lui aussi, quand il allait à l'étranger. Donc, il a quand même réussi à monter des factures de plusieurs dizaines, voire C'est centaines de pas. milliers de dollars dans d'autres OK, voyages en non, Europe. mais ça, c'est pas le même budget, là. Quand il voyage, c'est pas le budget de ce que vous dénoncez aujourd'hui. Non, exactement. C'est pas le même budget. Le budget, en fait, de ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est vraiment les dépenses pour la nourriture à la résidence du premier ministre et donc pour son ménage, qui inclut les dépenses, oui, peut-être pour sa famille également, donc ses enfants et sa conjointe, mais au final, donc pour les Attends. 2 années qui ont été observées du moins. Mais à la fin, ça n'inclut pas les autres dépenses qu'on a pu trouver par rapport à ces déplacements à l'étranger. Donc, effectivement, là, c'est une couche de plus qu'on a découverte essentiellement. Ouais, et il y a aussi, je vous amène ailleurs, Nicolas Gagnon, on apprend aussi que les grands patrons d'Hydro-Québec se payent une hausse d'à peu près 29 en 2024. Ça monte à 4,7 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, par exemple, M. Jean-Hugues Lafleur, qui fait déjà 791 000 dollars, il en gagne plus pour en faire moins. On a réduit ses responsabilités à Hydro-Québec. Manon Brouillette, qui est la présidente du CA, fait 264 000 mais elle s'est présentée à aucune des 11 réunions du CA d'Hydro-Québec. Tu dis, avec un déficit de 11 milliards, là, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, là, on va... Tu sais, ce qu'Elon Musk fait aux États-Unis, on peut critiquer, mais il me semble qu'il y a un criant besoin de faire ça ici au Québec, là. Absolument, surtout qu'on regarde l'image complète avec Hydro-Québec, les bénéfices qui sont à la baisse pour une deuxième année de suite. On sait aussi que la qualité du service à la clientèle, puis ça c'est un aveu de Michael Sabia lui-même, est plus du tout au rendez-vous. On sait que l'état du réseau est de plus en plus problématique. On a des pannes qui sont de plus en plus longues. On a les tarifs qui continuent à augmenter à répétition, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Et malgré tout ça, malgré que le portrait est loin d'être appréciable, ben, on se retrouve avec des nouvelles où est-ce qu'on apprend que les rémunérations ont augmenté de 28 pour les principaux dirigeants d'Hydro-Québec. Et ça, c'est sans oublier le fait qu'au courant des dernières années, des 3 dernières années, il s'est versé plus de 100 millions de dollars en bonus chez Hydro-Québec également, et ce, malgré tous les autres problèmes systémiques qui étaient observés au sein de la société d'État. Et puis, C'est un monopole. souvent, Où c'est que tu veux que je le branche, mon toaster? Tu sais, j'ai ben, pas c'est le ça le choix, moi. problème. C'est ça. Non seulement c'est un monopole, mais en plus, ils vont souvent se comparer avec les autres entreprises du même type et de même taille pour être en mesure de justifier leur rémunération. Puis il y a un rapport qui a été publié par la firme Gallagher. Ça avait été commandé par l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité en novembre dernier. Puis ça démontrait finalement que les rémunérations chez Hydro-Québec étaient jusqu'à 15 supérieures à celles des entreprises avec lesquelles ils se comparent, alors que jusqu'à maintenant, ils disaient toujours que c'était à peu près 5 supérieur, mais c'est faux. Hmm. Donc, non seulement les rémunérations sont bien supérieures à celles des autres secteurs qui sont généralement pas des monopoles, mais par-dessus le marché, le rendement est pas au rendez-vous et on continue à se graisser la patte.
Puis malheureusement, c'est un problème qu'on trouve pas juste chez Hydro-Québec. On se rappelle, Investissement Québec, dans les dernières années, il y avait un rendement négatif, mais les salaires des 5 principaux dirigeants avaient atteint quand même 4,5 millions pour l'année 2023-2024, alors que l'année précédente, c'est un rendement négatif. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait absolument prendre fin. Si le rendement est négatif ou à la baisse, ben les dirigeants ne devraient pas avoir des Ouais. bonus ou une rémunération supérieure tant que les résultats sont pas au rendez-vous. Mais c'est quoi le concept rémunéré en fond au mérite, là? Est-ce que c'est compliqué à appliquer? Si tu as un moindre rendement, t'as pas de boni. Si ça va pas bien, t'as pas de boni. T'es bien payé, puis t'as une pension à vie. Est-ce qu'en plus, il faut donner des bonis? Mais on dirait que c'est un acquis, ça. On peut pas remettre ça en question. Ben, et pourtant, ça devrait l'être. Puis même que l'ancien ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon, avait lui-même envoyé un message clair qu'Hydro-Québec devait faire un peu son ménage à l'interne, considérant le contexte économique dans lequel on est rendu. Faut Ouais. rappeler, effectivement, on a un déficit de 11 milliards à Québec et il est parti pour possiblement augmenter ou du moins le retour à l'équilibre budgétaire. On risque de pas le voir de sitôt. Donc, ça demande un ménage comme ça. Il faut s'attaquer à la culture du bonus et oui, il faut s'assurer à ce que les contribuables soient gagnants là-dedans. Ouais, dernière affaire, M. Gagnon. Tu sais, c'est rendu normal, tout ça. Là. J'écoutais Charles Lemond de la Caisse de dépôt et de placement qui disait avoir encore confiance en Jean-Marc Arbault. Puis tout à coup, je lisais qu'en 2023, le budget prévu pour le REM avait explosé d'1,650 milliard. Puis on n'en a pas fait de cas, puis on l'a ajouté, puis on dit, ben, la Caisse de dépôt va payer ça. Mais c'est nous autres, la Caisse de dépôt. Pourtant, M. Arbault a encore la confiance de M. Aymon? Ça devrait pas être le cas. Je veux dire, dans une institution privée, M. Arbour devrait se trouver un nouvel emploi présentement. C'est dommage, mais c'est C'est ce comme que je ça. pense. Puis donc, les dépassements de coûts, ça devrait plus être toléré au Québec. On a toléré ça trop longtemps. Là, on a la fameuse Saclay Gate qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Mais c'est pas la seule chose. On a les dépassements de coûts pour le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. On va avoir des dépassements de coûts sûrement pour le nouveau toit du Stade olympique. Des dépassements de coûts peut-être pour le projet informatique de Revenu Québec. Donc tout ça, ça doit effectivement prendre fin parce qu'à la fin de la journée, c'est les contribuables qui payent et on mérite un peu plus de transparence puis d'honnêteté de la part de nos dirigeants là-dessus ou sinon un peu plus de rigueur de leur part. Nicolas Gagnon, directeur Québec à la Fédération canadienne des contribuables. M. Gagnon, merci. À la prochaine.